dans le salon au sol de marbre de sa villa. La main de Pierre Dubois commença à trembler alors qu'il sirotait son whisky dans un verre en cristal. Dehors, la pluie battait les vitres, mais ce n'était pas le bruit de la pluie qu'il entendait, c'était autre chose. Le son des bottes militaires roulant dans la boue, l'écho des crosses de fusils frappant le sol, et cette voix qu'il avait commencé à entendre chaque nuit. Commandant, restez derrière nous, criait à nouveau Jean. Sa voix était aiguë, jeune, pleine d'espoir. Jean n'avait que 23 ans. Avant la guerre, il fabriquait de la poterie à Paris. Ses mains se souvenaient encore de ce travail délicat. Pierre ferma les yeux, mais l'obscurité ne lui fit pas grâce. Là, derrière ses paupières, cette nuit rejouait encore. Cette nuit maudite. 42 hommes, 42 amis, 42 frères et un coffre plein d'or. Le verre tomba par terre. Les morceaux de cristal se dispersèrent dans le salon. Mais l'esprit de Pierre était ailleurs. 3 ans en arrière, dans les forêts des Ardennes, au cœur même de cette embuscade obscure, murmura-t-il pour lui-même. Non, s'il vous plaît, pas encore. Les voix ne s'arrêtaient pas. Elles ne s'arrêtaient jamais. France, novembre 1943. La guerre battait son plein. Sur les terres occupées par les nazis, des centaines de résistants perdaient la vie chaque jour. Mais dans certaines régions, au fond des forêts sombres, il y avait encore de l'espoir. Il y avait encore ceux qui se battaient. Le capitaine Pierre Dubois était précisément l'un des symbole de cet espoir. 45 ans, un commandant expérimenté. Il courait de front en front depuis la Première Guerre mondiale. Les médailles sur sa poitrine témoignaient de son courage, de son leadership. Ses soldats l'accueillaient non seulement avec respect, mais avec affection. Capitaine, disait-il de lui. Oncle Pierre, disait les jeunes. Le 7e bataillon d'infanterie sous le commandement de Dubois était une unité petite mais d'élite. 42 hommes, tous volontaires, tous prêts à mourir pour leur patrie. Parmi eux, il y avait des fermiers, des enseignants, des ouvriers. Ils venaient de Paris, de Lyon, de Marseille. Différentes villes, différentes histoires. Mais un seul but, la liberté. Jean Moreau était le plus jeune soldat du bataillon. 23 ans, les yeux marrons, un jeune homme qui écrivait à sa mère chaque matin. Avant la guerre, il avait un petit atelier de céramique à Paris. Quand la guerre sera finie, disait-il toujours, je ferai le plus beau vase pour mon commandant. Il y mettra de la lavande. Il conservera nos souvenirs. Lambert, 40 ans, père de 2 enfants, était un enseignant. Avant de partir au front, il enseignait l'histoire à Lyon. Au lieu d'écrire l'histoire, nous la vivons maintenant, disait-il en riant. Mais il y avait toujours une tristesse dans ses yeux. Il pensait à sa fille, à son fils à la maison. Et puis il y avait Jacques Bernard, 35 ans, le meilleur tireur d'élite du bataillon. Jacques n'était pas bavard. Il ne parlait pas beaucoup de son passé. Mais il avait une excellente relation avec son arme. Silencieux mais mortel, disaient ses camarades de lui. Ces 3 hommes étaient les plus proches collaborateurs de Pierre Dubois. Les 39 autres soldats étaient chacun une histoire, chacun un espoir. C'était la fin octobre. Le bataillon était stationné dans un petit village des forêts des Ardennes. Leur mission était claire, mener des attaques contre les convois allemands, saboter les lignes d'approvisionnement, causer autant de dégâts que possible. Mais ce soir-là, Pierre Dubois reçut un visiteur inattendu. L'homme était en civil. Un long manteau noir, son chapeau descendu jusqu'au yeux. Son visage était à peine visible dans l'obscurité. Quand Pierre le fit entrer dans sa tente, l'homme alla droit au but. Dubois, dit l'homme, sa voix basse mais claire, je voudrais vous faire une proposition, pour votre avenir et celui de votre famille. Visage de Pierre se crispa. Comment connaissez-vous ma famille? L'homme sourit légèrement. C'était un sourire froid. Nous savons tout, capitaine. Votre femme à Paris, votre vieille mère en Normandie, même vos dettes. Cœur de Pierre s'accéléra. Oui, il avait des dettes. Il avait fait de mauvais investissements avant la guerre. La ferme familiale était en danger, mais personne ne le savait. Comment voulez-vous? Demanda Pierre. Sa voix s'était durcie. L'homme sortit une carte de son sac. Dans 3 jours, ici, dit-il en posant son doigt sur un point. Vous mènerez une opération avec votre unité. Mais cette opération sera spéciale. Plan de l'homme était le suivant. Pierre conduirait son unité à des coordonnées spécifiques. Ils étaient censés attaquer un dépôt de munitions allemand. Mais en réalité, ce serait une embuscade. Les unités allemandes seraient prévenues à l'avance. Elles encercleraient les soldats français? Demanda Pierre, sa voix tremblait. Pourquoi mes propres hommes? Que dit l'homme, sortant maintenant une photo de son sac. Nous vous paierons autant d'or. Coffre sur la photo était rempli d'or. Les lingots brillaient. Un trésor plus précieux que tout ce que Pierre avait vu dans sa vie, dit l'homme. Suffira pour que vous et votre famille viviez confortablement pendant 3 générations. Toutes vos dettes seront effacées. Vous achèterez une villa à Paris. Vos enfants iront dans les meilleures écoles, n'est pas
D'enfant, dit Pierre d'une voix rauque, vous pourriez, dit l'homme, une nouvelle vie après-guerre, une page blanche. Personne ne vous tiendra responsable de cette opération. Dans les registres, ce sera une opération de résistance ratée. Et vous serez le commandant héroïque miraculeusement sauvé de Pierre était confus. 42 hommes, 42 vies. Mais d'un autre côté, la liberté, la sécurité, l'avenir moi à réfléchir, dit-il. L'homme se leva. Je vous donne 2 jours, capitaine. Mais n'oubliez pas, dans cette guerre, tout le monde meurt d'une façon ou d'une autre. Vous, au moins, vous pouvez en tirer quelque chose. Cette nuit-là, Pierre ne put dormir. Il marcha pendant des heures dans sa tente. Son esprit était en ébullition. D'un côté, 42 vies innocentes. Jean et ses céramiques. Henri et son histoire. Jacques et son silence. Tous lui faisaient confiance. Tous croyaient en lui, mais de l'autre côté, tous ses problèmes. Les dettes, l'incertitude, le risque de mort. Il dansait déjà avec la mort chaque jour. Demain, une balle pourrait aussi le toucher. Qu'arriverait-il alors à sa famille, à sa mère, à sa femme? Pierre avait pris sa décision quand le matin arriva 2 jours plus tard. Il rencontra à nouveau l'homme. J'accepte, dit-il. Sa voix était plate. Il n'y avait plus d'émotion sur son visage. L'homme sourit. Un choix judicieux, capitaine. Les coordonnées sont ici. Votre or vous sera remis après l'opération était conclue. Le contrat avec le diable était signé 18 novembre 1943. La nuit était froide et sombre. Pierre rassembla son unité. Mes amis, dit-il, sa voix forte et autoritaire, cette nuit, nous écrivons l'histoire. Les Allemands ont un important dépôt de munitions devant nous. Si nous le faisons sauter, toutes les chaînes d'approvisionnement de la région s'effondreront. C'est notre opération la plus importante. Soldats crièrent avec enthousiasme. Ils vérifièrent leurs armes. Ils remplirent leurs munitions. Ils étaient prêts. Prêt à mourir pour leur patrie. Jean s'approcha de Pierre. Mon commandant, dit-il avec excitation, si cette opération réussit, peut-être que la guerre finira plus tôt, peut-être que nous rentrerons tous chez nous. Le regarda. L'espoir dans les yeux du jeune homme le brûla, mais il ne montra rien sur son visage. Oui, Jean, dit-il, peut-être rentrerons-nous. Bataillon se mit en marche. 42 hommes avançaient silencieusement dans la forêt sombre. Pierre marchait en tête. À chaque pas, sa conscience s'alourdissait, mais son visage était déterminé. Il avait pris sa décision. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il était minuit passé quand ils arrivèrent à la zone cible. Un bâtiment était visible à travers les arbres. Pierre s'arrêta. Opposition, ordonna-t-il. Jacques, toi par le flanc droit. Henri, prends le flanc gauche. Jean, toi et moi entrerons par le centre. Soldats prirent position. Tout se passait selon le plan de Pierre. Puis, l'enfer éclata. Les projecteurs s'allumèrent. La forêt s'illumina comme en plein jour, et le feu commença de partout. Les mitrailleuses allemandes crachèrent avec rage. Les soldats français furent pris par surprise, cria quelqu'un. Mais c'était trop tard. Les soldats se jetèrent au sol. Ils tiraient mais combattaient contre des ennemis qu'ils ne voyaient pas. Pierre se coucha au sol. C'était le plan, se protéger dans le chaos, puis s'échapper miraculeusement, mais quelque chose qu'il n'avait pas prévu arriva. Jean, Henri et Jacques commencèrent à courir vers lui pour protéger leur commandant. Mon commandant, cria Jean, nous devons sortir d'ici. Jacques tirait de la droite, Henri de la gauche. Ils essayaient de repousser l'ennemi. Jean, lui, saisit Pierre par le bras. Allez monsieur, bougez. Pierre était sous le choc. Le plan était ruiné. Ces 3 hommes le sauvaient. Lui, l'architecte en chef de la trahison du feu, diminua au centre. Jacques fit exploser 3 projecteurs avec son tir de précision. L'obscurité revint. Henri lança une grenade, l'une des positions allemandes se tut. Jean entraîna Pierre entre les arbres, cria Henri derrière eux. J'ouvre la voie. Et ainsi, malgré le plan, Pierre Dubois fut sauvé. 3 soldats fidèles arrachèrent leur commandant à la mort, mais la forêt résonnait encore de bruit d'explosion, des cris, des gémissements. Combien des 42 hommes resteraient-ils? Les 3 soldats et leur commandant se cachèrent dans le creux d'un arbre au fond de la forêt. Les bruits de guerre venaient maintenant de loin. Jean était à bout de souffle. Henri était baissé à la jambe. Jacques surveillait silencieusement l'extérieur. Commandant, dit Jean, comment a-ce arrivé? Comment ont-ils su où nous étions? Pierre ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Sa gorge était nouée. Peut-être avons-nous un espion, dit Henri avec douleur. Peut-être que quelqu'un invendu se retourna soudainement. Ses yeux se verrouillèrent sur ceux de Pierre. Et à ce moment, quelque chose brilla dans les yeux de cet homme silencieux. La compréhension. Voir la vérité. Murmura Jacques. Vous saviez, le visage de Pierre changea. Il n'y avait plus de sens à cacher. Ils allaient mourir de toute façon, tous les 3. Il ne pouvait laisser de témoins. Il porta la main à son pistolet, mais Jacques était plus rapide. Il leva son arme. Pierre aussi leva la sienne. 2 canons pointés l'un vers l'autre. Faites pas ça, mon commandant, dit Jean.
Sa voix tremblait. Que se passe-t-il? Pourquoi avait compris? Alors qu'il essayait de se lever avec sa jambe blessée, c'était vous? Demanda-t-il. Sa voix se brisait, le doigt de Pierre appuya sur la gâchette. 2 coups de feu. Jacques tomba au sol. Jean hurla. Henri se jeta en avant, mais la 2e balle de Pierre l'arrêta aussi. Jean essaya de courir. Mais Pierre était plus jeune, plus rapide. Il l'attrapa. Je suis désolé, dit-il d'une voix froide, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Et de Jean s'emplirent de larmes. Mon commandant, pourquoi nous sommes morts pour vous, dit Pierre, et c'est ainsi que ce sera écrit dans l'histoire, comme des héros. Mais moi, je dois vivre. Dernier coup de feu 3 semaines plus tard. Pierre Dubois était assis dans une villa luxueuse à Paris. L'or avait été livré, coffre après coffre. Il avait gagné l'argent de sa vie, en une seule opération dans les registres officiels. Cette nuit était désignée comme la tragédie des Ardennes. Sur les 42 héros, seul le commandant Dubois avait survécu. Une évasion miraculeuse, disaient les journaux. Un vrai leader, disaient les rapports. Une nouvelle médaille avait même été étalée sur sa poitrine. Pierre menait maintenant une vie confortable. Chaque matin, il buvait du café italien. L'après-midi, il mangeait dans les restaurants les plus chers. Le soir, il allait à l'opéra. Les dettes étaient finies. La mère était en sécurité. La femme était heureuse. Tout était parfait. Mais cette nuit-là commença la première nuit. Ce n'était qu'un murmure. Mon commandant. Quelqu'un murmurait dans son rêve. Pierre se réveilla. Il transpirait. Il pensa que ce n'était qu'un cauchemar. La 2e nuit, c'était la voix de Jean. Pourquoi? Mon commandant? Pourquoi? Pierre se réveilla en criant. Sa femme était effrayée. La 3e nuit, tous les 3 vinrent ensemble. Jean, Henri, Jacques. Avec leur uniforme bleu, leur visage couvert de sang, ils se tenaient à côté de lui. Tu ne nous oublieras pas, dirent-ils. Jamais tu ne nous oublieras. Semaines passèrent. Pierre dormait de moins en moins. Ses yeux s'étaient enfoncés, sa barbe avait poussé. Il n'allait plus à l'opéra. Ne fréquentait plus les restaurants parce qu'il était partout quand il marchait dans le salon. Il voyait Jean debout dans le coin. Il regardait le vase en céramique. « Je n'ai pas pu, mon commandant, disait-il. Je n'ai pas pu tenir ma promesse à la salle de bain. » Il voyait Henri, avec le sang coulant de sa jambe. « J'ai raconté l'histoire, disait-il. Mais qui racontera ta vérité ?» Quand il regardait dehors depuis le balcon, il voyait Jacques, avec ses yeux de tireur d'élite qui le regardaient. « Silencieux mais mortel, murmurait-il. Comme toi. Mais moi j'ai gardé le silence pour l'honneur. Toi en revanche commença à boire. Du whisky, du cognac, tout. Mais même l'ivresse ne faisait pas taire les voix. Au contraire, elle venait plus fort. Une nuit, il commença à crier dans le salon. Partez. Je devais le faire. Il n'y avait pas d'autre moyen. Sa femme pleurait. Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne les vois pas? Cria Pierre. Ils sont là. Tous là. Ils me regardent. Mais le salon était vide. Il n'y avait que les cris fous de Pierre. Sa femme appela un médecin. Le médecin donna des calmants à Pierre. Mais même cela ne suffisait pas, parce que le problème n'était pas dans l'esprit de Pierre. Le problème était dans son âme. Une nuit, Pierre se regarda dans le miroir, et ce qu'il vit l'effraya. Dans le miroir, ce n'était pas son propre visage, c'était le visage de Jean, jeune, plein d'espoir, innocent. « Est-ce toi ?» demanda le reflet de Jean. « Où est-ce moi ?» Pierre frappa le miroir avec son poing. Le verre se brisa. Sa main saigna, mais il ne sentit aucune douleur parce que la vraie douleur était à l'intérieur. Dans sa conscience, Henri apparut un jour dans la cuisine. « Tu sais, dit-il, comme s'il s'agissait d'une conversation ordinaire, l'honneur était un choix. Chaque jour, nous choisissions entre l'honneur et la peur. Tu as choisi la peur, et maintenant tu vis sans honneur. » Cria Pierre. « Que donne l'honneur? La mort, seulement la mort. » « Non, dit Henri doucement. L'honneur donne la paix. Toi, tu as fondu ta paix pour de l'or, ne parla jamais. » Il regardait seulement. Ses regards perçants transperçaient l'âme de Pierre. Mars à 944. La guerre continuait toujours, mais la guerre de Pierre Dubois se déroulait sur un front différent. À l'intérieur de lui-même, il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il ne parlait plus. Il s'asseyait seulement sur le balcon de sa villa, observant la rue en bas. Un jour, il accepta finalement. « Avait raison, dit-il doucement. » Jean, Henri et Jacques se tenaient devant lui. Il ne se souciait plus de savoir s'ils étaient réels ou non. « Je suis un monstre, dit Jean. » Il souriait pour la première fois. « Tu es juste un humain qui a fait le mauvais choix. »« Mais il y a encore une chance, demanda Pierre. « Chance de rendre des comptes, dit Henri. La chance de dire la vérité. » Secoua la tête. Personne ne croira. Il y a des documents, des rapports. « Je suis un héros maintenant, dit Jacques, parlant enfin. Il y a une autre façon de rendre des comptes. » Mars 1944. Minuit. Pierre Dubois se tenait sur le balcon de sa villa. Il avait une lettre à la main. À sa femme, à sa mère, au commandement.
Une lettre racontant la vérité. Une lettre avant tout ne peut plus porter ce poids, avait-il écrit. Le sang de 42 hommes est sur mes mains. Les derniers regards de mes 3 amis sont dans mes yeux. L'or ne m'a pas apporté le bonheur. Seulement la malédiction laissa la lettre sur la table puis il sortit sur le balcon. Les lumières de Paris brillaient en bas. Une belle ville. Ce serait bientôt une ville libre mais Pierre ne verrait pas cette liberté. Parce que la liberté doit libérer non seulement les corps, mais aussi les âmes. L'âme de Pierre, elle, était morte 3 ans plus tôt dans cette forêt Jean. Henri et Jacques se tenaient à côté de lui. Ils n'avaient plus l'air terrifiant maintenant. Leur visage était paisible. Es-tu prêt ? Demanda Jean-Pierre hocha la tête. Oui, dit-il. Je suis enfin prêt. Il fit un pas en avant. La mort de Pierre Dubois fut enregistrée dans les archives officielles comme un accident tragique. Mais la lettre qu'il laissa révéla tout. La vraie histoire fut divulguée après la guerre. La véritable histoire de la tragédie des Ardennes fut écrite dans les livres d'histoire. 42 héros, un traître, l'or, la trahison, et finalement, la conscience. La tombe de Pierre est à Paris, dans le cimetière militaire. Mais il n'y a pas de médaille à côté. Elles ont été retirées, annulées sur la pierre tombale. Il est écrit quand l'honneur est perdu. Tout est perdu. Nuit, les gardiens entendent des bruits étranges. Les voix de 4 hommes. Ils parlent, ils débattent. Et parfois, on entend des voix demandant pardon. Personne ne peut savoir. Mais peut-être que Pierre a finalement trouvé la paix. Peut-être que Jean, Henri et Jacques l'ont pardonné. Peut-être que certains péchés sont trop lourds pour être pardonnés.